Et donc, votre micro par défaut est désactivé. Sachez que vous pouvez le réactiver pour poser des questions. Idéalement, si vous avez des questions à poser, je vous encourage à les poser d'abord sur le chat. Comme ça, moi, je repère les questions, j'active votre micro et vous laisse parler pour qu'ensuite Johan puisse vous répondre. Mais aujourd'hui, on reçoit Johan. Johan, est-ce que tu peux prendre 5-10 minutes pour nous présenter du coup qui tu es et ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'a amené à faire ceci? Ok, donc moi c'est Johan, je suis paysan bio dans le 44, au Loire-Atlantique, près de la côte, près de Pornic. Ça fait à peu près, ouais, j'ai à peu près 9 ans d'expérience en maraîchage bio, donc plusieurs années en MSV, donc maraîchage sol vivant. Et je suis aussi technicien en agroforesterie, et du coup, puis aussi formateur indépendant. Je fais des formations à prix libre sur la ferme depuis quelques années, sur le thème du jardinage naturel, de la vie du sol, de l'agroforesterie et de l'écologie des milieux naturels et cultivés. Et je suis aussi investi dans un collectif en fait, voilà, qui se bat contre les projets inutiles dans le coin. Certains d'entre vous doivent souvent connaître le projet de Surf Park des Saint-Péray-en-Vrai. Et du coup, voilà, je suis juste à côté, en fait, et du coup, on s'est investi depuis le début contre ce projet de destruction des terres agricoles et, voilà, donc, et derrière de consommation d'eau potable, etc. Donc, on est pas mal investi aussi dans la lutte contre la bétonisation des terres agricoles avec des copains copines. Voilà, et contre l'accaparement des terres aussi par l'agro-industrie. Sur ma ferme, ça fait, au départ, c'était un projet collectif, la ferme que j'ai montée, avec donc 2 amis. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, ouais, 2 ans, ouais, c'est donc pour plusieurs raisons, ils sont partis sur des projets individuels. C'est un projet individuel. Donc voilà, du coup, qui a gardé toujours le même esprit, c'est une ferme pédagogique en permaculture, avec maraîchage principalement, avec donc accueil tous les jeudis, chantier participatif sur la ferme. C'est quelque chose qu'on a lancé dès le début avec les amis, parce qu'on pense que la transmission de savoir et savoir-faire est très importante, et de manière aussi qui soit faite de manière équitable. Et donc du coup, on voulait accueillir aussi tous les jeudis pour voilà, qu'il y ait des vrais échanges autour de, voilà, pour qu'il y ait un savoir-faire et des échanges aussi derrière aussi sur de toutes sortes. On faisait visiter la ferme aussi, montrer un peu les écosystèmes, les différentes pratiques écologiques, etc. En plus donc, des formations publiques que je commence à proposer, quoi. Le woofing aussi, du coup, on faisait du woofing aussi. Voilà, l'année dernière, je n'en ai pas fait. Je fonctionnais plutôt avec le chantier participatif et les aides de coup de main des Olympiens. Mais voilà, du coup, je connais bien le woofing. Mes parents sont paysans bio aussi, maraîchers bio, et pas que, ils en font aussi depuis plusieurs années. Voilà, donc on connaît bien ce sujet-là. Et on est vachement dans une idée d'ouverture enfin, des fermes. Euh, voilà. Pour résumer rapidement, et puis après, c'est des questions. Ah, j'entends pas, tu es en train de parler, ton micro est Parce que coupé. je m'étais mis moi-même en muet. Comment tes activités ont été impactées depuis un mois? Bah, moi, j'ai de la chance, parce que, entre guillemets, parce qu'en fait, le maraîchage, j'ai décidé de l'arrêter il y a quelques mois de ça. Et mes derniers paniers, je les ai fait début mars. Je les ai livrés début mars à Nantes. Et juste avant le confinement, en fait. Donc, du coup, moi, mon activité en tant que telle n'est pas tellement impactée, puisque j'étais en reconversion. C'est-à-dire que je suis en train de reconfigurer mon projet paysan. Le maraîchage, c'est très difficile. Voilà, j'en ai fait pas mal de temps. C'est techniquement, voilà, ça bon, je maîtrisais, mais c'est pas le problème, c'est tout le temps de travail. Même avec des coups de main, printemps-été, on est à fond. On fait que ça. Et moi, je suis plus dans une idée de paysannerie, dans l'idéal, où on est dans quelque chose où on peut faire un peu de tout, en fait. Voilà, c'est vraiment l'autonomie au sens large. J'avais pas le temps de quasiment m'occuper de mes arbres au printemps-été, mes petits fruits, et de faire aussi des sorties naturalistes, de faire d'autres choses, en fait, tout simplement. Le maraîchage prend énormément de temps. Il faut savoir qu'un maraîcher, en moyenne, c'est 50 heures de travail par semaine, en moyenne, sur toute l'année, lycée sur l'année. Et c'est une rémunération de taux horaire de 6,50 $ en moyenne. Voilà. Donc, il faut être vraiment passionné pour le faire. Après, il y a des cas, ils arrivent bien, il y a des gens qui arrivent bien, d'autres moins. Mais voilà, c'est pas quelque chose de facile. Du coup, c'est vrai que c'est très dépendant des coups de main. Le maraîchage, mais pas que, hein, il y a l'arboriculture aussi, d'autres fermes aussi, micro-fermes en général. Plus la ferme, je dirais, elle est petite, plus du coup elle est dépendante des coups de main, du bénévolat, puisqu'en fait,
On est sur une agriculture, enfin, faut le dire, capitaliste, hein, dans le sens industriel. Depuis des dizaines d'années, qui petit à petit s'est industrialisé, qui petit à petit en fait, a fait des économies d'échelle, a fait qu'on pouvait produire plus avec moins de personnes, avec du machinisme, etc. Et avec du coup des concentrations de fermes importantes. Et du coup, derrière, des coûts en fait, de l'alimentation bas. Il faut savoir que l'agriculture, c'est le seul secteur qui a perdu de la valeur ajoutée depuis les années 70. 40% de valeur ajoutée en moins. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'alimentation ne vaut rien par rapport à ce que ça vaudrait réellement. Si on voulait en tout cas une agriculture qui soit réellement viable, débarrassée du pétrole, débarrassée de grosses fermes industrielles. Et du coup, nous, en maraîcher bio, en direct, ou d'autres paysans en direct, on est obligé, même si on fait des prix un peu plus hauts quand même, on est obligé quand même de se caler un minimum quand même sur les prix de l'agriculture industrielle. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu particulier. Quoi. On est très dépendant de ça. Moi, ça me gêne un peu, la dépendance à la main-d'œuvre, entre guillemets, parce que moi, c'est le problème que j'ai vu dans pas mal d'abus de woofers, enfin de hôtes en woofing, ou d'autres projets que j'ai pu voir où ils étaient dépendants, ultra dépendants de cette bénévolat en fait. Moi, je voulais pas trop être dépendant de ça, et parce que je trouve pas que c'est normal. Et en même temps, c'est vrai que c'est une réalité malheureusement économique, qui fait qu'il y a beaucoup de fermes qui, pour pouvoir être à peu près viables et pouvoir marcher, bah, sont dépendants du bénévolat. Je parle des micro-projets. Voilà, Ok. donc c'est une réalité que On a une question en ligne qui est de est-ce que tu peux définir ce que c'est que le maraîchage? le maraîchage, en fait, c'est lié à l'essor des villes. En fait, c'est autrefois, il y a eu 100, 150 ans, quasiment tout le monde avait son petit potager, même les ouvriers avec leur potager dans les villes, les paysans avaient tous leur potager. Donc les maraîchers, c'était vraiment pour les bourgeois, on va dire, principalement, ou pour les gens qui avaient un peu de revenus à cette époque-là. C'était surtout quelque chose qui est né en fait, autour des villes. En fait. Les maraîchers parisiens sont très connus, par exemple, ils ont des maraîchers parisiens qui produisaient pas mal de légumes autour de Paris. À une époque, il y a des techniques assez incroyables. Du coup, voilà, c'est vraiment ça le maraîchage, c'est la production de légumes de manière diversifiée. C'est vraiment, moi je fais par exemple, enfin, je fais 35, 40 espèces de légumes différents. Donc c'est très compliqué au niveau terrain technique. Voilà, c'est beaucoup de boulot. Voilà. Comment inverser cette tendance au bénévolat? Je sais pas, tu pourras peut-être vas-y, je sais pas comment ça passe. Tu relais les questions. Bah, comme tu, comme tu Vas-y. veux. Tu peux répondre aux questions. Mais alors, du coup, donc, toi, tu disais que tu as arrêté le maraîchage en mars parce que tu Voilà. trouvais que c'était un métier donc, qui prenait beaucoup de temps, qui était difficile hein, et qui t'empêchait d'explorer d'autres manières de vivre paysannes. Oui. Euh, bah oui, du coup, on va répondre à la question de Antal, mais peut-être Antal, tu veux activer ton micro et la poser de vive voix? Alors, bon, je vais la poser du coup. Ouais. Comment est-ce qu'on peut inverser cette tendance à la dépendance au bénévolat? Oui, merci, désolé, j'ai pris du temps pour réagir. Ouais, bah, ok, bah, ça marche. Bon, ok, bah, je réponds du coup. C'est mental. Du coup, bah, pour remercier l'attention de bénévolat, là, c'est une question vaste et complexe qui ne pourra pas être résumée aujourd'hui, enfin, qui ne pourra pas être explicitée aujourd'hui, parce que c'est en lien avec l'évolution de l'agriculture, en lien avec l'évolution du capitalisme et des villes. En clair, si on voulait avoir une réelle agriculture qui soit viable à long terme, débarrassée du pétrole, des dépendances au bénévolat, qui soit comment dire, pérenne au niveau des ressources locales, etc. Enfin bref, sur plein de questions, plein d'enjeux. Indépendante aussi de tout ce qui est l'enjeu financier, parce qu'aujourd'hui c'est un gros problème hein, pour s'installer, l'enjeu des dettes, l'endettement est obligatoire quasiment, sauf qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont en fait de l'argent. Quoi. Et donc c'est inéquitable, l'accès à la terre est de plus en plus inéquitable. Et du coup, en fait, il faudrait vraiment un retour à la terre massif. Mais du coup, ça pose plein de questions derrière. Ça pose des questions d'accessibilité justement aux terres, de concentration actuellement des terres auprès de gros paysans, de prix des terres qui augmentent, de prix de fermes qui sont de plus en plus inaccessibles. Voilà. Et du coup, pareil, sur la question, j'ai une autre question par rapport à l'alimentation, au budget de l'alimentation. Moi, j'avais pas non plus envie même si aujourd'hui je sais que c'est pas normal, le prix des légumes, enfin le prix des légumes ne valent pas grand chose par rapport au coût qu'il y a derrière. J'avais pas non plus envie de le rendre accessible à des gens qui ont de l'argent. J'avais pas envie de faire comme certains maraîchers que je connais qui voilà, l'assument complètement de faire dans des créneaux de vente, de distribution, où là ils se rémunèrent correctement. Et ils se font des salaires corrects. Quoi.
Mais du coup, c'est inéquitable. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est-à-dire que les bons légumes en circuit court, on les donnera accessibles que à des gens en fait, qui ont de l'argent, quoi. Et du coup, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont au SMIC ou RSA, qui ne peuvent pas se permettre, même en rognant sur certains postes de budget, ne pourraient pas se permettre. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut savoir que par contre, les logements, d'autres postes de dépenses ont énormément augmenté par rapport à une époque, génération de mes parents, où le logement, ça ne représente pas grand-chose en termes de budget. Aujourd'hui, c'est. Voilà, on va dire disons qu'il y a des choses qui ont évolué en termes de coûts, à l'inverse, qui sont complètement disproportionnées par rapport à ce que ça vaut réellement. En fait. Par exemple, les services. Aujourd'hui, par exemple, moi, quand je fais des formations, à même un prix libre, je m'en sors mieux en termes de rémunération horaire qu'à faire de la production alimentaire. Enfin, pourtant, c'est la base. La production alimentaire, c'est ça qui devrait être rémunéré. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une société qui est inégalitaire, profondément inégalitaire, et du coup, il faudrait tout revoir, en fait. Revoir toute notre manière de société, de revoir aussi nos rapports à l'argent. Revoir... Donc, c'est en fait, dès qu'on touche à l'agriculture, dès qu'on touche à l'alimentation, et ben, on touche à des sujets bien plus vastes. C'est ça, en même temps, qui est assez vertigineux et assez intéressant en même temps. Et voilà, c'est une question voilà, très complexe. Ouais, on était parti sur comment inverser la dépendance au woofing à il faut mettre toute la société à plat. Et avant de réussir à faire ça, il y a une question. Et en fait, il y a beaucoup de gens ici là qui se trouvent un peu désemparés parce qu'ils ont très envie de partir faire du woofing. Certains se sont par exemple inscrits sur le site lancé par Pôle Emploi et le gouvernement, là, Wizy Farm, en se disant bah, tiens, j'ai envie d'aller aider des agriculteurs. Mais c'en est où cette situation? Qu'est-ce que tu penses de cette plateforme? Est-ce qu'on a le droit de faire du woofing? On en est où de cette situation? Est-ce qu'il y a des fermes qui vont fermer s'il n'y a pas des woofers qui vont les aider dans les prochains mois? Je pense pas qu'il y a des fermes qui vont fermer. Pour répondre juste à la dernière question, après je vais prendre vos autres, mais je pense juste que ça va fragiliser en fait, des situations déjà fragiles. C'est-à-dire, comme actuellement le confinement révèle des inégalités et rend des situations déjà fragiles pour certaines personnes qu'on voyait pas forcément avant, hein, qu'on occultait, et ben, accentue ces inégalités et ces injustices. Et là, ça va le faire en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fermes qui vont se retrouver un peu dans la merde, quoi. Par rapport au marché aussi, dans le marché, il faut savoir qu'il y a plein de fermes dans des endroits reculés qui aujourd'hui ne peuvent pas trouver de solution. Alors que dans le 44, par exemple, nous, on n'a pas de problème, parce que dans le 44, il y a un bassin démographique important, il y a une demande de circuit court importante, enfin, il y a tout un truc qui fait que l'organisation est facile. Même si les marchés ont été arrêtés pendant un moment, on a vite trouvé une manière de faire autrement. Dans d'autres coins reculés, qui sont dépendants du tourisme, là, par contre, les fermiers en direct, qui sont vraiment dans la même. Donc, du coup, ça dépend des situations. Et je ne pense pas pour autant qu'il y a des fermes qui vont couler pour ça, heureusement, quand même. Ou alors, c'est vraiment que là, c'était clairement de la main-d'œuvre hyper importante pour eux. Et là, c'est pas normal. Enfin, vraiment que là, ça dépend étroitement que de ça. C'est juste que là, ils ont un boulot fou, je pense, au printemps-été. Là, on arrive dans la saison maraîchère, donc il y a plus de boulot. Et là, c'est là où ça va être difficile pour pas mal de personnes. Déjà que c'est difficile quand tu es maraîcher, la vie de famille, les autres activités, ben là, c'est encore plus difficile. Ils vont pas arrêter de travailler. Mais après, si c'est juste une longue saison, ça peut encore aller. Il faudra pas que ça soit sur... Mais pour tes autres questions, comment faire pour aider par rapport au woofing, moi, j'y étais il y a une semaine. Alors, je ne suis pas retourné sur le site de Woof France, mais Woof France a bien précisé qu'ils voilà, ils avaient eu une réponse des autorités. Que, en fait, ils ne pouvaient pas continuer le Woof pendant la période de confinement. Donc, le woofing est suspendu. Voilà, donc ça, c'est un gros problème. Je vais en parler après Wizifarm par rapport à Wizifarm. Mais il y a aussi les stages aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui préfèrent ne pas mettre en danger leurs stagiaires. Ce que je peux comprendre complètement, parce que effectivement, ça serait quand même bien aussi que dans les fermes, on garantisse, même par rapport c'est fou, mais l'appel à la main-d'œuvre dans les fermes, il n'y a aucune garantie derrière de protection sanitaire. On n'a pas d'expédition de masques ou autre. Mais bon, bref, c'est assez hallucinant. Mais voilà, si je comprends, il y a pas mal par exemple, aujourd'hui de stages qui sont annulés dans des fermes. Alors qu'il y a des paysans aussi qui dépendent beaucoup de stagiaires aussi pour les aider. Donc c'est un gros problème. Après, du coup, sur la question du Wizifarm, ce qui est vraiment une grosse question dérangeante, c'est qu'au moins le WWOOF, c'est un bénévolat qui, on va dire, est un peu encadré. C'est d'ailleurs une zone grise au niveau législatif, parce que vraiment, il n'y a pas de bénévolat autorisé au niveau des fermes en France. C'est-à-dire que normalement, c'est de l'entraide entre paysans qui est autorisé, ou au niveau familial, bénévolat familial. Mais sinon, le bénévolat est interdit en France. C'est vraiment sur des coups de main ponctuels, vraiment très particuliers, normalement, que ça peut être autorisé.
le woofing, ils sont dans une zone grise législative. Ils ont réussi à être acceptés par la MSA à l'inspection du travail. Parce que derrière, ils ont quand même une charte, ils ont quand même il y a un aspect associatif, il y a normalement des contrôles qui sont faits. Il y a vraiment tout un truc qui est fait normalement pour que ce soit pas juste, ça soit pas considéré comme de la main-d'œuvre. Vraiment, c'est considéré comme un échange, un vrai échange, avec du coup derrière hébergement, nourriture, transmission de savoir et savoir-faire. Bon, après, faut pas se leurrer, il y a quand même des abus hein, malgré la charte et malgré les contrôles du respect. Tout ça. Je peux en témoigner de plus mal de bouffeurs qui m'ont relié des abus de femmes. Il faut faire très attention aussi à ça. Mais quand même, ça donne une certaine charte, un certain cadre. Quand même. Wheezy Farm, le problème de ça, c'est que là, on est dans de l'entraide. J'ai vu des annonces hallucinantes d'entraide, aide, etc. Donc en fait, des choses bénévoles en fait. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils interdisent le woofing, au gouvernement, et en même temps, ils vont autoriser des aides, des annonces de bénévolat dans un cadre mais pas du tout réglementé, hors réglementation, en plus hors loi en fait, hein, hors législation, et en plus sans contrôle derrière, sans vérification d'annonces, sans vérification de qui c'est qui est derrière ces fermes-là. Donc, est-ce qu'il y a un respect du bénévole? Qu'est-ce que ça va être? Ça va être du plein temps? Ça va être du mi-temps? C'est quoi en fait? C'est quoi ce bénévolat en fait? Il n'y a rien, aucune info, rien. Les annonces, des fois, c'est juste aide pour débroussailler un terrain ou aide pour faire la traite des vaches. Mais il n'y a rien de concret en fait. C'est vraiment hyper vague. Le problème, c'est que là, c'est la course aux abus. Enfin, là, c'est l'ouverture aux abus totale en fait. Parce qu'il n'y a rien pour le vérifier. Voilà. Il y a des choses d'ailleurs que j'ai vues hallucinantes. On proposait justement de faire de la tronçonneuse, de faire du broyage, d'aller sur des tracteurs. Mais c'est hallucinant. Même moi, un stagiaire, même au bout de 2 mois, je l'accompagnerai par exemple sur un tracteur. Et c'est pas avant 2 mois, 1 mois, 2 mois que je lui laisserai avoir le tracteur en main. C'est complètement hallucinant de laisser la main à des gens comme ça. Enfin voilà, c'est complètement dingue. C'est comme les qui sont en sécurité. Quoi. C'est fou. Enfin, là, il y a des choses qu'on voit sur le site Wheezy Farm qui sont juste hallucinantes. En fait. Sur le droit du travail, sur les questions de sécurité des travailleurs, etc., etc. Donc, il ne faut surtout pas nourrir cette plateforme, il ne faut surtout pas passer par cette plateforme-là. Il faut la boycotter parce que c'est vraiment un truc hallucinant. Voilà. Enfin, pour moi, Et ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément une volonté du gouvernement. Je ne sais pas s'il y a une volonté derrière. Mais en tout cas, là, le gouvernement met encore plus la main sur l'agriculture. Dans le sens, sur le bénévolat, il interdit le woofing et en même temps, il autorise des aides à dire des fermes qui pourraient même s'être des fermes conventionnelles qui seraient pour l'esprit du woofing en plus, dans la charte du woofing. Et donc, en fait, il favorise du coup encore plus une agriculture qui devrait, au contraire, devrait pas favoriser. En fait. Voilà. Donc, il y a plein d'enjeux là-dessus. Ça fait venir une autre question. C'est la question tu disais toutes les activités à risque. Moi, je connais des agriculteurs en fait, qui pourraient prendre des woofers, mais pas forcément dans le cadre du woofing, quoi, enfin du woofing informel en gros, mais qui se disent, mais en fait, si cette personne tombe, se fait mal et tout ça, elle peut se retourner contre moi. Donc, il y a aussi, j'avais cru comprendre une histoire d'assurance. Et donc, il y a des gens, ils seraient prêts à prendre des coups de main de différentes personnes, mais il y a le côté assurance qui bloque et qui fait que même du woofing informel, on ne peut pas le faire. Est-ce que tu as plus d'infos là-dessus? Moi, ce que je sais, c'est que sur l'accueil à la ferme, même par rapport aux formations que je propose, il peut y avoir aussi un accident, hein, on ne sait jamais. Enfin, n'importe quel accueil à la ferme, en fait, il y a un minimum, c'est la rassurance de responsabilité civile. C'est le minimum à avoir, à souscrire, pour un paysan qui accueille. Par contre, ça peut peut-être couvrir certaines choses, mais par contre, le risque, effectivement, c'est sur un accident qui pourrait être considéré comme un accident de travail. Là, ça peut être un gros flou, effectivement, au niveau juridique. Et le truc, c'est si la personne se retourne contre l'agriculteur, là, l'agriculteur, il peut être dans la merde, effectivement. Mais normalement, c'est une relation de confiance. Et normalement, l'agriculteur, il fait attention à ce qu'il n'y ait pas justement de travaux dangereux, en tout cas, où il met les conditions pour pas que normalement la personne se blesse. Ça pourrait arriver, mais c'est quand même, voilà, faut vraiment normalement, si on met les conditions nécessaires pour pas que ça se passe bien. Quoi. Enfin, en tout cas, normalement, c'est bon. Quoi. Donc, disons qu'effectivement, il faut prendre en compte cet aspect-là, ce fait-là. Il ne faut pas non plus se bloquer par rapport à ça. Moi, je sais que ça fait des années et des années qu'on est sur la ferme, via les chansons participatives, via les formations que je fais. Voilà, je sais qu'il n'y a pas de truc, je ne demande pas aux gens de faire des trucs dangereux, je fais attention aux choses qui pourraient être dangereuses, il n'y a jamais de problème. Quoi.
Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas en ligne, vous pouvez poser vos questions diverses et variées par rapport à comment vous aimeriez contribuer à la situation. Johan, moi, je vais te poser la question là. Aujourd'hui, comment tu penses que la situation va évoluer? Je sais que tu es dans pas mal de réseaux militants, tu dois lire certains articles qui vont parler plus que d'autres. Comment tu penses que les choses vont évoluer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois? Euh, Disons que là, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui là, prennent conscience, ou s'il y en a qui avaient déjà conscience, ça accentue leur prise de conscience, sur la nécessité d'avoir une autonomie alimentaire locale, la nécessité en fait, d'être autonome au niveau des ressources dans notre territoire. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dépendant d'une mondialisation importante, avec des produits qui viennent d'ailleurs, qu'on pourrait pourtant produire chez nous. Il y a pas mal de produits, par exemple, les produits légumes, pas mal de légumes qui sont produits en Espagne, donc on pourrait les produire par exemple, chez nous. Il y a la question des fruits aussi, on n'est pas du tout autonome sur certains fruits en France, alors qu'on pourrait être autonome sur certains fruits. Bref, il y a pas mal du coup une panique aussi qui se fait derrière tout ça. Mais alors attention, parce qu'il ne faut pas non plus paniquer de outre mesure. En France, on est plutôt privilégié par rapport à d'autres pays dans le monde, qui eux, dès maintenant, sont dans une vraie merde, mais vraiment dans une catastrophe humanitaire potentielle, en Inde, en Afrique, dans d'autres pays, où là, eux, vraiment, il faut s'inquiéter pour eux surtout. Nous, on a la chance, entre guillemets, d'avoir une agriculture industrielle, pétrolifère, qui fait qu'on a des rendements en céréales parmi les plus élevés au monde. On a quand même 70 quintaux en moyenne de récolte de céréales, de blé. Hein. C'est quand même énorme, hein, c'est le plus haut rendement au monde quasiment, avec l'Ukraine et d'autres pays. Et du coup, on est exportateur en blé, en plusieurs céréales sur ce niveau-là. Il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire sur la famine ou une sécurité alimentaire importante. C'est plus au niveau de certains produits qui pourraient être rationnés ou s'il y a un problème de flux qui continue à se poser. Parce qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut dans le monde. Aujourd'hui, on produit beaucoup plus que ce qu'il faudrait. On produit pour 9 milliards d'habitants. Mais derrière, c'est une agriculture qui n'est pas viable. C'est une agriculture voilà, qui n'est pas viable du tout. Il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, il y a plein de problèmes. Enfin voilà, c'est énorme tous les problèmes qu'on peut. Je pense que la plupart des gens qui écoutent se connaissent tous ces problèmes. Il y a l'agriculture moderne. Donc c'est une agriculture qui n'est pas viable, mais qui permet aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, de nourrir beaucoup plus d'habitants que ce que la Terre contient en même temps. Là, le gros problème, c'est la question des flux. La question de où l'agriculture, c'est hyper spécialisé par région et ensuite par pays dans le monde entier. Et du coup, aujourd'hui, on voit bien que on n'a plus du tout d'autonomie, même au niveau d'une région, d'un département. Hein. Il y a beaucoup de produits sur lesquels on n'est plus du tout autonome. Et donc, il va falloir repenser cette question-là des territoires, comment recréer l'autonomie alimentaire locale. Et il n'y a que par l'installation de milliers de paysans, de millions de paysans, à nouveau de jeunes de porteurs de projets, de fermes collectives, de fermes, voilà, de toutes formes de projets différents, qu'on va pouvoir retrouver une véritable autonomie à ce niveau-là. Mais du coup, ça veut dire aussi forcer une bonne manière de voir l'agriculture. Et du coup, je pense que ça ne sera pas du jour au lendemain, malheureusement. Ça serait intéressant, mais il faudrait quand même, derrière, je pense, développer pas mal de formations accessibles sur les fermes, à prix libre, en troc, des chantiers participatifs. Il faut vraiment accélérer ce processus de transmission de savoir et savoir-faire qui va être essentiel, parce qu'il y a une déconnexion totale de la plupart des gens avec la terre, aujourd'hui, avec les enjeux du vivant, avec les techniques agricoles, voilà, avec plein de choses. Et donc, du coup, avant de s'installer, avant de lancer des projets d'autonomie alimentaire ou autre, il faut déjà avoir un peu de connaissances, savoir et savoir-faire, être dans un réseau aussi, un territoire. Et du coup, ça demande un petit peu de temps. Donc, à court terme, je ne m'inquiète pas trop. Moi, c'est plus à moyen terme, dans les années qui viennent, que si on ne change pas au plus vite l'agriculture, on va encore avoir de plus en plus de crises. On va avoir l'achauffement climatique qui va être de plus en plus violent. Au niveau des légumes, moi je vois bien, hein, c'est de pire en pire. Hein. Moi j'ai arrêté aussi le maraîchage entre autres pour ça, hein, parce que l'été, on ne peut plus l'arroser. C'est de pire en pire l'arrosage. Même en mettant des techniques en AMSB, on voit bien que là, on va vers des evapotranspirations qui sont juste énormes. Le parasitisme il va augmenter aussi de 30% dans nos climats tempérés d'ici 2050. 30%, c'est énorme, on ne s'en rend même pas compte. Donc l'enjeu de la biodiversité va être encore plus important. Or, la biodiversité est en train de s'éroder. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi massivement s'interroger sur comment faire pour au plus vite instaurer l'écologie dans mon territoire. Et sauf qu'on ne pourra pas le faire que sur nos projets à nous, il faut aussi s'appliquer au niveau territorial. Parce que l'écologie, elle ne se pense pas que sur une ferme ou un jardin, elle est interconnectée avec tout le reste du territoire. Donc en fait, c'est plein de questions vastes qui s'impliquent, mais du coup, pour moi, c'est des choses où il y a une urgence, il y a une importance cruciale, c'est un enjeu de futur énorme, qui est révélé par ces crises sanitaires, mais il ne faut pas non plus pour autant paniquer, disons qu'il faut paniquer pour les années à venir, pas pour tout de suite maintenant, mais pour les années à venir. Et c'est juste que ça, cette crise actuelle révèle quelque chose qui est urgent à penser et à agir.
Ah, on t'entend pas. J'ai coupé le micro, je crois. À chaque fois, je coupe parce que sinon, les oiseaux, ils font trop de bruit ici. Le dernier rapport du GIEC sur l'agriculture écrit que d'ici 2050, il faudrait que la totalité de la population mondiale consacre 25% de son temps de travail à cultiver chez elle, notamment parce que la logistique ne suivra pas. Quelle est votre réaction? Question de Ariane. Bah ouais, comme je disais tout à l'heure, effectivement, ce sera la réalité parce que l'agriculture actuelle, en fait, si les rendements qu'on a actuellement, si elle peut avoir pas mal de machinisme, elle est boostée au pétrole. Donc déjà, de toute manière, il faudra qu'on s'en passe parce que le pétrole, on sait que ça nous mène dans le mur pour plusieurs raisons. Donc de toute façon, il va falloir qu'on revienne à l'agriculture sur le dépend du pétrole. Or, le pétrole, c'est énorme. En termes de remplacement d'énergie humaine, un baril de pétrole, c'est des centaines de travailleurs, en fait. C'est des centaines de chevaux, enfin, c'est des dizaines de chevaux, c'est énorme en fait. On ne se rend pas compte. Là, encore un baril, je pense. Enfin, je pense que c'est bien plus que ça en termes de travailleurs. Et je veux dire par là, c'est que c'est énorme l'énergie pétrolifère, ce qu'elle a pu apporter en fait à l'essor de l'agriculture qu'on a connue aujourd'hui et au rendement qu'on a actuellement. Donc il va falloir qu'on s'interroge vraiment au plus vite sur comment faire pour qu'il y ait le maximum de gens qui reviennent à la terre, le maximum d'énergie humaine, énergie aussi peut-être liée aux chevaux ou autres, et aussi de repenser localement toutes nos manières de voir les ressources en fait. C'est ça aussi. Donc, ça va être l'urgence, effectivement. Je vais rebondir sur plusieurs choses que tu as énoncées sur les choses qui t'inquiétaient à long terme. Il y avait les questions tu parlais de l'accès à la terre. Tu parlais de l'accès à la terre. Qu'est-ce que nous, confinés mais solidaires, on peut faire pour aider un meilleur accès à la terre de gens qui voudraient s'installer en tant qu'agriculteurs? Bah, disons qu'il y a un moyen qui est classique, c'est de participer à des coopératives d'installation, à des foncières comme Terre de Liens ou autres. Mais ça sera une goutte d'eau. En fait, c'est une goutte d'eau dans ce qui se passe actuellement au niveau de la dynamique des terres. Il faut savoir qu'il y a la moitié des paysans qui vont partir à la retraite dans les années à venir. La dynamique actuellement d'installation, elle suffit déjà pas à remplacer les paysans qui partent. Les fermes qui partent souvent, les fermes, c'est des fermes qui sont de plus en plus grosses, irrachetables par des petits projets. La SAFER et la FNSEA bloquent aussi tous ces rachats-là, bloquent aussi les porteurs de projets. Le prix des terres augmente aussi, etc., etc. Donc en fait, il faudra une mobilisation territoriale, il faudra une mobilisation politique. Une mobilisation individuelle ou une mobilisation via l'argent ne suffira pas. Il faudra aussi, du coup, une mobilisation d'ampleur dans nos territoires locaux, sensibiliser les maires sur des achats de terres, pour des installations, lutter contre les projets inutiles, parce que la bétonisation des territoires, elle est un grand danger pour l'autonomie alimentaire des territoires. Il faut arrêter avec la bétonisation, il faut stopper les projets d'artificialisation des terres. Il faut stopper au plus vite tout ça. C'est une urgence au niveau alimentaire. C'est la terre qui est bétonnée, on ne peut plus la retrouver, on ne peut plus revenir après, c'est fini. Il faudra des centaines d'années avant que la nature refasse de la terre. Donc du coup, il faut absolument aussi stopper ça. Donc s'impliquer dans les collectifs en lutte contre les projets inutiles pour sauvegarder notre autonomie alimentaire locale. Il faut aussi peut-être organiser des occupations de terre de gros agriculteurs industriels qui veulent s'accaparer une nouvelle ferme, et dire non, ça suffit, stop. Non, là, on va installer des jeunes. Voilà, on le fait de manière festive, de manière voilà. On va installer des jeunes. C'est ça le l'avenir, ces petits projets. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Il y a plein de manières différentes. Le champ des possibles, il est ouvert. Il existe déjà. En fait, on n'invente rien parce qu'il y a plein d'actions comme ça qui sont déjà passées dans le passé. En fait. Et les travailleurs de paysans des années 70 ils faisaient déjà ça. En fait. Donc, ils occupaient des fermes en fait pour installer des jeunes. En fait. Voilà, donc, du coup, il faut qu'on réfléchisse dès maintenant, pour finir du confinement, pour s'organiser, pour penser comment faire pour s'organiser territorialement dans son territoire, avec des gens autour de nous, pour engager des actions, pour que ça change, pour qu'il y ait une redistribution des terres, pour qu'il y ait une accès facilité à la terre. Voilà, il y a plein de choses à penser, à imaginer et à faire, et à agir. Et là, du coup, c'est pas mal parce que j'imagine qu'en fait, commencer à réfléchir et à s'organiser politiquement, c'est des choses qu'on peut faire même en étant confiné. Oui. Et est-ce que du coup, tu connais des mouvements tu avais mentionné Terre de Liens, mais tu disais que c'était insuffisant si on voulait avoir des actions politiques un peu plus musclées pour réclamer un coup d'arrêt à la bétonisation ou à l'accaparement des terres. Est-ce que tu pourrais recommander des sites, des mouvements que les gens pourraient rejoindre? Bah, c'est le mouvement que pourrait rejoindre. Il y a déjà dans chaque territoire, renseignez-vous sur les collectifs qui sont en lutte contre les projets inutiles, parce que c'est des gens qui sont souvent aussi vachement intéressés par la question des terres agricoles. Donc, c'est des gens avec qui vous pouvez avoir des thématiques intéressantes, peut-être développer après des projets aussi intéressants territorialement autour de l'installation, autour de l'installation paysanne.
Ouais, GCO, non merci, ouais, carrément. Donc, nous, au niveau de l'Ouest, par exemple, on a fait une confluence des villes de l'Ouest qui s'appelle l'Esbéton, le site lesbéton.net, si je ne me trompe pas. Moi, je suis dans un collectif qui s'appelle le collectif Terre Commune, on est pas mal impliqué là-dedans. Et du coup, s'impliquer aussi auprès des. Ça peut aussi s'inspirer aussi de tout ce qui se passait en Catalogne, avec les coopératives intégrales en Catalogne, qui sont très intéressantes. Il y a aussi le mouvement d'occupation des terres qui s'est fait aussi en Andalousie. Suite à la crise économique de 2008, il y a un mouvement d'occupation de terres qui s'est fait. C'est super passionnant ce qu'ils ont pu développer. Ils ont fait des marches voilà, pour aller occuper des fermes de plusieurs milliers d'hectares pour dire non, ça suffit maintenant, il faut redistribuer la terre. Et voilà, ça marche. Ça fait des années qu'ils cultivent, etc., de manière collective. Il y a aussi le Chiapas au Mexique, qui est une région autogérée au Mexique, voilà, avec des super modes de fonctionnement, avec le droit d'usage à la terre. C'est pas le droit de propriété, mais c'est un droit d'usage à la terre. Il y a plein de choses qui existent en fait. C'est juste l'excluser, c'est effectivement peut-être de les connaître, de les trouver. Il y a aussi des alternatives autour de chez vous. Hein. Vous ne connaissez pas forcément des fermes qui sont en collectif, qui ont plein de choses à vous transmettre au niveau politique, au niveau transmission de savoir-faire. Voilà, faut vraiment vous ouvrir à votre territoire, à ce qu'il y a autour de vous, parce que souvent, des fois, on est surpris par ce qu'il y a autour de nous, on ne connaît pas forcément. Et voilà, c'est intéressant de se faire ça. J'en profite. Alors, il y a plein de questions qui sont posées, mais pour lesquelles tu as déjà un peu répondu. Là, il y a une question qui voit sous il y a une nouvelle question qui parle de l'agriculture urbaine. J'essaie de la retrouver. Une petite Moi, je l'ai vu, ouais. seconde. Ouais. Comment tu imagines Bah, l'avenir en termes, c'est ça, en termes d'agriculture urbaine et quelles ouais. sont les priorités. L'agriculture urbaine, en fait, ça a des grandes limites. Il faut savoir qu'il y a plusieurs études qui ont été faites sur une étude sur la ville de Rennes, une autre sur la ville d'Albi, je crois, sur l'autonomie alimentaire. Sur la ville de Rennes, par exemple, il fallait qu'il y ait, pour une autonomie alimentaire, d'ailleurs, je crois que c'était même pas à 100% sur certains produits, il fallait 100 km de circonférence autour de Rennes dédiés que pour Rennes au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que tous les autres gens qui sont inscrits dans les 100 km autour de Rennes ne pourraient pas s'alimenter par rapport à leur territoire, mais du coup devraient s'alimenter avec un autre territoire derrière encore. Les villes, en fait, sont construites, il faut savoir quand même, sur l'essor de l'agriculture industrielle. Les villes sont étroitement liées à l'essor du capitalisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à l'agriculture autonomie alimentaire durable sans penser à la déconstruction des villes. C'est-à-dire qu'il faudrait revenir à des villes de taille humaine, à des villes en ligne comme on pouvait voir il y a encore 150 ans, 200 ans. Ça, c'est une réalité qui est difficile à admettre pour pas mal de gens, je peux comprendre, mais c'est une réalité écologique. C'est une réalité au niveau de l'écologie, au niveau des ressources qui peuvent apporter un territoire, des flux, etc. C'est lié au pétrole, c'est lié au capitalisme sur des villes. Et du coup, l'agriculture urbaine, je le vois plus comme une transition, comme quelque chose qui peut être une transition vers un retour à la terre. Voilà, vers quelque chose où on va aller vers une véritable autonomie. Du coup, comme une sorte de. C'est aussi un lien social aussi qui peut se créer dans l'agriculture urbaine, via des projets de jardins collectifs, via des. C'est aussi une question politique de lutte contre la métropolisation. Pour dire ça suffit maintenant, les terres autour des villes, on les sauvegarde parce que c'est encore plus prioritaire. Et on va, par exemple, faire des jardins ouvriers ou des jardins collectifs à la place de projets d'écoquartiers, soi-disant, comme il y a à Nantes, par exemple. Il y a les jardins des Ronces à Nantes, ils occupent un projet d'écoquartier qui devait se faire, des terres maraîchères qui devaient être bétonnées pour faire un projet d'écoquartier. C'est le paradoxe, quoi. Et des terres des super terres maraîchères. Et du coup, ils ont dit non, c'est fini, vous arrêtez de bétonner ces terres-là. Maintenant, c'est place au jardin. On revient à l'essence de ce qu'il faut faire, c'est des terres agricoles, il faut que ça nous alimente. Donc, Voilà, d'une certaine manière, l'agriculture urbaine n'est pas une solution viable sur le long terme, mais ça vient alimenter ce que tu disais, ça vient aider à une sorte d'acculturation oui. au travail de la terre, à un travail du coup collectif, festif, et aussi à un travail d'apprentissage de lutte. Ce que tu mentionnes à Nantes, ça a aussi lieu à Dijon, où ils allaient raser le quartier des Lentillères, qui est un super quartier maraîcher qui fait un marché à prix libre, pour construire un truc tout en béton, mais où ils mettaient des ampoules LED et ils appelaient ça un éco-quartier. Oui, exactement. Il faut plus le voir comme ça, comme voilà, ces aspects-là pédagogiques, de collectifs sociaux, pour tendre vers quelque chose en tout cas qui sort de la ville. Il y avait une question intéressante sur la PAC aussi, voire deux questions sur la PAC. Où en est l'élaboration de la PAC 2021-2027 sur la prise en compte de l'agroécologie? Et une deuxième question, Ouais. plateforme pour une autre PAC. Il y avait un appel à participation avec Impacton qui reprendra en septembre de la part de Carole et MP. Peut-être si vous pouvez, Carole et ou MP, vous activer votre micro et nous en dire un peu plus sur les questions.
Moi, c'était plutôt une réponse en fait. C'était une réponse à la question où on est la PAC. Je suis partie du collectif Citoyens pour le climat et on s'est mis sur la plateforme pour une autre PAC. C'est une plateforme qui milite depuis pas mal d'années pour l'agroécologie, enfin voilà tout ce qu'on parle, tout ce dont on parle aujourd'hui. Et il y avait un appel à participation avec un pacton qui s'est arrêté avec le Covid en fait. Donc pour proposer aux citoyens de participer à l'élaboration de cette PAC. Donc c'était plutôt une réponse en fait que je Ok, et ça m'intéresse. Est-ce que tu faisais. peux, parce que pour l'instant on est confiné, donc on ne peut pas encore aller soutenir une dune, les Lentillères ou autre. Et donc un premier pas qu'on peut faire dès ce soir, en attendant, c'est peut-être aller signer une pétition sur la PAC ou contre la PAC en l'occurrence, ou Oui, pour bah en une fait, autre PAC. Est-ce que ouais. Bah en fait, alors moi pour une autre PAC, en fait, c'est toute une, enfin les gens qui font partie de ce groupe-là, c'est toute une procédure en fait il y a une charte à signer, etc. C'est pas une simple pétition en fait, c'est un ensemble de personnes, hein. C'est vraiment assez divers. Il y a des collectifs, mais il y a aussi des élus qui se mettent ensemble pour définir des priorités et pour faire du lobbying derrière, en fait. Ok, Voilà. Mais c'est pas, c'est assez une grosse machine c'est quand de même. longue haleine, c'est un travail de longue Ouais, haleine. c'est ça. Mais c'est que des belles idées. Enfin, moi, je suis morbihannaise, donc je suis pas très loin de chez Loane, et c'est notamment Joël Labbé qui est à l'origine de la loi Zéro Phyto, c'est une des personnes qui fait partie de cette plateforme. Donc, ça donne une petite idée de l'état d'esprit de cette plateforme. Donc, faut y aller. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Mais bon, c'est un peu triste de se rendre compte que c'est des idées qui ont déjà quelques années, quoi. Ok. Et ça, c'est intéressant. Johan, donc toi, tu encourages à travailler localement, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un territoire. Est-ce que tu penses qu'on peut faire aussi à des niveaux du coup continentaux, nationaux? Est-ce qu'il y a des actions que nous, citoyens confinés, on peut mettre en place aussi pour une En fait, agriculture plus durable? moi, je le dis hein, honnêtement, après, c'est tant mieux s'il y en a qui le font peut-être, hein. Moi, je crois pas beaucoup au lobbying, en fait. Je crois très peu à ça. Je crois plus au rapport de force, aux choses qu'on met concrètement. Enfin, moi, je vois toutes les avancées sociales qu'on a eues, qu'on a obtenues dans l'histoire, tous les gros avancées écologiques, c'est grâce à des rapports de force sur le terrain, majoritairement. Ils ont été obligés, du coup, de lâcher des choses derrière les politiciens. Et du coup, je pense que si localement, on est partout à se bouger, que ce soit dans des luttes, mais aussi à créer des zones vraiment en dehors du système, le plus possible en tout cas en dehors du système, on pourrait dire des zones d'autonomie définitive. Et je pense que plus on multipliera ça, plus on montrera en fait qu'on ne veut plus cette gestion par l'État, par le capitalisme de nos vies, de nos territoires, qui en fait nous mène dans le mur. Plus en fait on les forcera à lâcher du lest en fait. C'est ça aussi, c'est qu'on le voit en fait à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Et donc du coup, par exemple sur la PAC, juste pour vous dire pourquoi le lobbying ne marchera pas, on pourrait aller sur plein d'autres sujets, hein, c'est qu'en fait, plus on avance là au niveau de l'Union européenne, plus l'Union européenne est en train de se libéraliser. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de traités qui ont été signés avec du coup d'autres pays, des traités de libre-échange. Les poids des lobbies, il faut pas se leurrer, hein, un lobby de l'ONG, ça n'équivaut à rien par rapport au lobby d'une grosse multinationale. Hein. Ça ne pourra jamais être comparé. Il y a des intérêts en jeu énormes. Souvent, les politiciens, ils sont souvent soit des anciens financiers ou ils ont travaillé en lien avec eux, ou c'est des amis à eux, ou alors ils vont après travailler dans des conseils d'administration ou autres. Et par exemple, pour la PAC, on prend l'exemple concret de la PAC, par exemple, c'est une catastrophe. Là, il y a même des organisations syndicales plutôt réformistes qui disent que c'est une catastrophe. La prochaine PAC qui se dessine. Et il ne faut pas attendre grand-chose, malheureusement, de l'Union européenne pour changer ça. Le seul truc qui pourrait faire bouger, en fait, c'est justement que les gens se bougent de plus en plus en fait, dans chaque endroit, partout. Ils se bougent pour lancer des occupations de terre, se bougent contre les projets inutiles, se bougent pour faire des manifs dans les chambres d'agriculture, devant les préfectures, par rapport à la question des terres, par rapport à la question de la rémunération des agriculteurs, par rapport à toutes ces questions-là importantes. Et là, dans ces cas-là, ils seraient obligés de bouger. Et en fait, ils seraient obligés là, de faire quelque chose de radical, en fait, de radicalement différent de ce qu'ils font. En fait. Donc je crois plus à ça, en fait, et l'histoire le montre, je pense, que c'est plus ça qui a marché que le lobbying. Enfin, malheureusement, c'est comme ça, je pense.
Ok, merci beaucoup. Il y a une question de Claire qui est liée à ce que tu penses de l'hydroponie et de l'aquaponie. J'ai pas encore assez de recul là-dessus. Enfin, moi, je suis mitigé là-dessus, mais après, il faut avoir des connaissances un petit peu là-dessus au niveau nutritionnel et agronomique, parce que le problème que je vois avec l'aquaponie, ou l'hydroponie, c'est on est dans une conception hors sol, une conception comme dans l'agriculture classique, en fait. C'est-à-dire qu'en clair, un légume, il a besoin de tant de nutriments. Voilà, donc on lui apporte tant de nutriments via un bassin. Du coup, enfin, moi, ça me dérange beaucoup. Dans la conception déjà philosophique, enfin la conception en lien à la terre, parce qu'il n'y a plus beaucoup de lien avec la terre, et aussi dans le retour, dans le recul qu'on a sur cette pratique-là. Ça a l'air d'une pratique super, hein, c'est clair, au niveau production alimentaire. En plus, tu peux manger des poissons du coup avec, tu as un circuit fermé, moins d'utilisation d'eau, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui vendent du rêve, hein, clairement, je suis d'accord. Mais par contre, attention, parce que là, on est dans un truc qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait trouver dans des exploitations hors sol aujourd'hui, qu'on trouve dans les serres. Enfin, toutes les tomates qu'on a, par exemple, c'est le même principe, hein, quasiment. C'est des nutriments qui sont dans une solution aqueuse, qui sont filés directement aux légumes. C'est la même chose, en fait. Là, c'est la même chose que dans l'agriculture chimique. On voit ces tomates en serre ou autre. Et du coup, bah, ça me dérange en fait, vraiment, parce qu'en plus, au niveau nutritionnel, on sait très bien pourquoi ça a des gros problèmes. Là, on est sur des solutions NPK, alors qu'on sait très bien que dans la terre, ce qui est intéressant, dans une terre qui vit, une terre vivante, il y aura du bore, du manganèse, du magnésium, du zinc, plein d'autres éléments qu'on ne trouvera pas dans ce système-là en compagnie. Or, c'est des éléments qu'on sait qui sont des éléments à niveau de trace, mais qui sont essentiels pour la santé humaine. Et au niveau des légumes, c'est ça qui fait que c'est des légumes, justement. Pourquoi les légumes sont importants pour notre santé? C'est justement par rapport à ces éléments-là, justement. Il y a souvent ces éléments-là qui sont dans les légumes, des éléments assez intéressants, qui sont liés en fait justement aux terres. Et c'est pas pour rien on dit que des fois un légume a du terroir, qu'un légume est différent d'une terre à l'autre, parce que justement il y a du terroir. Il y a des éléments minéraux différents d'une terre à l'autre. Il y a quelque chose, un truc. Alors là, on est sur un truc standardisé, un truc qui serait avec une solution minérale classique sur des besoins principaux des légumes qui permettent de vivre, mais derrière, il n'y a pas vraiment de vision d'ensemble. En fait. Et c'est ça que je trouve que c'est des limites. Ok, super. Merci pour cette réponse. Est-ce que en ligne, vous avez d'autres questions à poser à Johan ou pas? Moi, je vais te poser peut-être une petite question, Johan. Tu as déjà plus ou moins répondu à pas mal de choses sur les combats politiques que toutes et tous on peut rejoindre pour essayer de promouvoir une alimentation plus juste et plus durable. Est-ce que là, dans la période de confinement, là, qui va durer encore, pendant la période de couvre-feu, euh, pour utiliser un terme moins consensuel, qu'est-ce que nous, citoyens lambda, qui habitons parfois dans des villes, qui n'avons pas forcément le droit de sortir, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en aide, pour soutenir les agriculteurs en difficulté ou pour militer pour une autre agriculture? Bah, déjà, ça peut être limite vous renseigner en fait sur les paysans qui sont autour de chez vous, de les contacter, demander s'ils ont, enfin voilà, s'ils sont dans la merde ou pas, enfin si ça va ou pas, s'ils arrivent à se débrouiller, même en termes aussi de débouchés aussi. Hein, savoir aussi si derrière, après, quand les périodes de confinement sont passées, que le bénévolat sera plus autorisé, enfin, je sais pas comment ça va se passer. Enfin, j'avoue que j'ai aucune personne n'a lecture claire de ce qui va se passer après le 11 mai. Hein. On ne sait pas du tout comment ça va se passer au niveau du woofing, des déplacements possibles dans les fermes ou non. Enfin, voilà. Mais en tout cas, essayer de voir si ça les aiderait, en fait, qu'on vienne les aider aussi à un moment donné, après ces périodes-là. De se renseigner dès maintenant aussi sur les différents réseaux qui existent autour de chez vous, des réseaux militants ou non, mais en tout cas qui sont en lien avec la terre, avec la question des ressources sur le territoire, la question de l'écologie. Vous vous formez aussi en ligne, il y a plusieurs sites qui existent qui sont intéressants. Moi je pense à l'atelier paysan, qui permet de voir un peu comment il y a des paysans qui se rapproprient les outils aussi. L'atelier paysan, il y a un MOOC sur la botanique qui est en ce moment en train de se faire aussi, cette année, c'est intéressant. Ouais. Il y a plein de ressources en fait aussi aujourd'hui de formation en ligne qui sont très intéressantes. Alors, attention, vous pouvez trouver tout et de rien aussi. Moi, je vous conseille quand même d'aller vers des trucs qui sont plutôt paysans que jardiniers, parce que malheureusement, en jardinage aujourd'hui, on trouve de tout et de rien, en agriculture ou en jardinage naturel, avec la mode des buts lasagne par exemple, qui est une aberration totale des buts lasagne, sauf sur certains cas très particuliers, mais au niveau agronomique, ressources, etc., quoi, qui est une aberration. Donc, du coup, faites attention quand même avec ça, mais il y a des formations qui existent, qui sont super intéressantes. Donc formez-vous aussi pour mieux comprendre ce que c'est que la nature, dans quel environnement vous vivez, quelles ressources il y a, comment les paysans vivent. Lisez des bouquins peut-être d'histoire de l'agriculture, comment l'agriculture a évolué, ça vous va apprendre plein de choses sur comment on en est aujourd'hui, pourquoi on en est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire
plus tard. L'histoire, elle est très intéressante, je trouve, pour toutes ces questions-là. L'histoire de l'agriculture, il y a plein de bouquins qui sont super intéressants là-dessus. L'histoire de l'environnement, en lien avec l'homme, etc. Enfin, voilà, il y a plein de choses différentes. Mais voilà, je dirais qu'il y a besoin, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas y répondre vraiment aux besoins des agriculteurs, à part de l'entraide, quoi. Essayer de contacter directement les paysans par exemple les GAP de votre coin. Les GAP, c'est les groupements d'agriculture biologique. Les confs paysannes, les communautés de communes. Les communautés de communes ont fait un gros travail de recensement des paysans qui vendent en vente directe sur leur territoire. La plupart des communautés de communes ont fait des cartes avec les paysans qui vendent en vente directe. Donc, du coup, vous pouvez peut-être contacter aussi les paysans via ce biais-là aussi. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Super. Il y avait une question, s'il y avait des recommandations de livres. Derrière moi, j'ai une grosse bibliothèque. J'arrête de vous recommander pas mal de bouquins. J'en ai 2 en fait, bibliothèques comme ça là. En bouquin, ça dépend après des thèmes, mais je sais pas moi sur les. Bah vas-y, attends, tu sais quoi, enfin, si tu veux bien, tu te lèves, tu sélectionnes tes 10 bouquins préférés, tu nous les racontes, et pendant ce temps-là, en ligne, vous vous tournez pas les pouces, vous aussi, vous partagez le bouquin sur l'agriculture qui vous a le plus intéressé, soit un bouquin qui raconte l'agriculture, soit un bouquin plus pratique sur comment cultiver. Ça c'est en permaculture, on trouve de tout et de rien en bouquin. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup de rien. Je vous conseille vraiment celui-là, qui est un bouquin. Il y a les bouquins classiques de Jim Morrison et David Graham, les bouquins de base de référence. Mais pour le design en permaculture, je vous conseille vraiment celui-là, qui est vraiment très bien fait. C'est un anglais qui l'a fait. C'est aux éditions Passerelle Eco. Voilà, c'est vraiment un des meilleurs bouquins que j'ai pu lire en permaculture sur le design, vraiment dans le concret. Parce que pour vous dire juste vite fait, la butte lasagne, c'est pas du tout une pratique permaculturelle. Hein. C'est une pratique qui peut s'insérer ou non dans un design en permaculture. Le design en permaculture, c'est pas des pratiques en fait. Et du coup, c'est important aussi cette notion-là d'être très juste montrer aussi. Ah oui, c'est un réseau intéressant que je voulais vous montrer. Réseau paysans de nature. Donc ça, c'est des paysans naturalistes. C'est des paysans qui se battent pour introduire la vie sauvage dans leur environnement. C'est un réseau, je pense, qui est intéressant à connaître. Et je pense qu'il y a des gens qui sont autour de chez vous qui sont dans ce réseau-là. Et donc des paysans à soutenir, je pense, parce qu'ils sont vraiment bien engagés sur la biodiversité. Et ils vont plus loin encore que la bio classique. Donc, pour moi, ils sont en lien aussi avec Nature et Progrès. À Nature et Progrès, c'est aussi une asso qu'il faut connaître. Nature et Progrès, vraiment une super asso qui est vraiment dans l'esprit de la bio des origines. Ah oui, un livre vraiment de base pour le jardinage sur sol vivant, c'est-à-dire le jardinage en lien avec la vie du sol. Et du coup, vous allez vraiment là, apprendre. Il est super bien vulgarisé, il est très bien fait. C'est Gilles Domenech, c'est une des pointures en France voilà, au niveau de tout ce qui est maraîchage sol vivant, jardinage naturel. Gilles Domenech, donc, et il a un blog aussi qui est super intéressant. Gilles Domenech, c'est Jardinons sol vivant. Et donc, son bouquin Jardiner sur sol vivant, il est vraiment génial. C'est le bouquin de vulgarisation du jardinage naturel qui est vraiment un des meilleurs. L'autonomie alimentaire, j'en ai pas trop parlé, mais on a tendance à oublier les arbres et arbustes, alors que c'est la base d'une véritable autonomie alimentaire. L'agroforesterie, en fait, elle est développée partout dans le monde. En fait. L'agriculture d'autrefois en France et l'agriculture qui est aujourd'hui qui est encore dans le monde majoritairement, c'est l'agroforesterie, c'est-à-dire l'agriculture avec les arbres et arbustes. Et donc, je pense qu'en France, il est urgent qu'on la retrouve pour plein de raisons au niveau climat, au niveau biodiversité, au niveau ressources en autonomie alimentaire, au niveau bois d'œuvre, au niveau vannerie, voilà. Et donc là, c'est le bouquin, la Bible pour moi, voilà, c'est vraiment le bouquin pour retrouver tous les savoirs et savoir-faire qui sont liés à l'usage des arbres indigènes de chez nous, les arbustes, les lianes. Et ça, ce bouquin, il est passionnant, il est très bien écrit en plus, c'est Pierre Le Tagui, c'est une des pointures en ethnobotanique en France. Et donc voilà, Pierre Le Tagui, le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux. Il a fait aussi le livre des bonnes herbes, pour tout ce qui est plutôt aromates, herbes sauvages, qui est aussi considéré comme une référence dans le milieu des plantes aromatiques médicinales. Voilà, plein d'autres, j'ai un bordel là, j'ai des bouquins. Ça. Un autre aussi, c'est le livre que je l'ai trouvé. Aussi, je ne sais pas où je l'ai mis. Sinon, tu nous donnes le titre. Ah, c'est bon, je l'ai. Voilà. Ça, c'est le bouquin de base pour jardiner. Le bouquin que vous allez emmener partout avec vous au jardin. C'est le bouquin à avoir absolument. S'il y a un bouquin à acheter en premier pour jardiner, c'est celui-là.
Est-ce que tu peux lire le titre? Parce que là, Le la guide, résolution n'est pas suffisamment bonne pour qu'on arrive ah oui, à voir la référence. le guide du jardin bio. C'est le Le guide guide du du jardin jardin. bio. C'est de Jean-Paul Thorez, donc c'est l'édition Terre Vivante. Alors, les éditions Terre Vivante, c'est une édition, il y a beaucoup de bouquins super intéressants. Après, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un peu trop, il y a des fois des bouquins qui ne sont pas vraiment essentiels. Donc, faites attention, c'est une édition qui fait beaucoup, beaucoup de bouquins. S'il y a aussi un centre de formation du jardinage naturel, ou en tout cas un centre qui montre des expérimentations, qui montre aussi des choses autour de l'autoconstruction, de la phytoépuration, c'est le centre Terre Vivante, donc qui se trouve dans l'Isère. À la fin du confinement, si vous voulez aller voir, aller dans l'Isère, loupez pas le centre Terre Vivante. Donc il fait donc plein de bouquins super intéressants en jardinage. Donc là, c'est le guide de référence pour faire planter, semer ses légumes, savoir la matière organique qu'il leur faut, les rotations, etc. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Vous l'aurez toute votre vie avec, c'est sûr. Et du coup, derrière, ils ont aussi une revue qui est leur revue de référence aussi pour tout ce qui est jardinage naturel. C'est la revue Les 4 saisons du jardin bio. Voilà, c'est la revue aussi intéressante sur tout ce qui est la question de jardinage naturel. Super. Voilà, je pense que c'est pas mal. Il y en a d'autres encore plein, mais Bah là, je pense que là, le temps qu'ils ouais, lisent, déjà, ouais. le temps qu'ils lisent tout ça, on est bien. Ouais. Voilà. Eh ben, écoute, je regardais, je vais prendre le temps de te remercier. Il reste 5 minutes, mais je préfère quitter avant parce qu'on a des créneaux d'1 heure et j'ai pas envie de me faire couper en plein élan. Donc, bah, merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette petite Merci, visioconférence merci. avec Johan. Sachez que du coup, ça a été enregistré et que donc vous pourrez retrouver soit via le programme Réaction pour ceux qui en font partie, soit j'enverrai un mail à tous les participants, je pense, la semaine prochaine, où il y aura le lien vers ce replay-là, mais aussi les autres replays hier de la personne Nicolas qui nous apprenait à jardiner sa fenêtre, ou Laurie Deboeuf qui nous expliquait la situation alimentaire mondiale, ou Luc, éleveur en Indre-et-Loire, qui nous expliquait comment il avait construit son autonomie. Merci en tout cas, Johan, pour cet aspect qu'on n'avait pas encore eu aujourd'hui sur Make Sense TV, qui est l'aspect un peu plus militant. C'est ça que je recherchais. J'avais cru le comprendre que j'aurais ça en lisant ton post Facebook. Merci en tout cas à toi et puis merci à tout le monde. Et puis à bientôt. Voilà. Et donc, j'encourage les gens peut-être à regarder tout en haut du chat. Il y avait le lien vers les formations que tu proposes. Et du coup, toi, tes formations, j'imagine, elles sont à l'arrêt ou tu en proposes en ligne en ce moment? Bah moi, en ligne, du coup, ouais, via le réseau Code Trade. Du coup, et puis après, quand le confinement sera passé, je continuerai une formation à prix libre parce que je vais garder un jardin pédagogique quand même sur la ferme. Et du coup, la formation à prix libre pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Pour même les gens qui n'ont pas d'argent puissent accéder à tout ça. Super. Mais voilà, Et donc c'est par un bocage, ma ferme, je le mets vite fait, comme ça vous avez le nom de la ferme. ouais, bah, tu n'hésites pas à m'envoyer un message. J'essaierai de faire un mail un peu complet avec les liens et tout ça à tout le monde d'ici la semaine prochaine. Ok, Merci à toutes et à merci. tous. Merci infiniment, Johan, pour ta participation et à bientôt. Bientôt.